Bonjour à tout le monde. Bienvenue à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour le lancement officiel de la traduction française encadrer, cartographier et gérer les politiques numériques transfrontalières en Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tracy Sinkamba-Faustin et je suis coordinatrice de la recherche internationale et de la gestion des projets au sein du Internet and Jurisdiction Policy Network basé à Paris, en France. Nous sommes ravis de lancer officiellement la traduction en française et nous vous inviterons plus tard à découvrir la prochaine phase du travail d'Internet et Jurisdiction en Afrique, à savoir le développement des modules d'apprentissage en ligne basés sur le contenu du rapport récemment publié. Juste un peu de housekeeping avant de commencer. L'atelier aujourd'hui durera 1h30. Merci de couper votre microphone et nous encourageons à garder votre vidéo allumée. Mais s'il y a des problèmes techniques, on va vous demander, quand les orateurs, les intervenants parlera, de couper vos caméras. La session se déroulera en français. L'atelier sera enregistré et merci Natalia d'avoir allumé l'enregistrement. Et après, les documents de référence seront envoyés à tous les participants. Donc, pour l'agenda aujourd'hui, pour le lancement, c'était rendu possible grâce à la collaboration de nos partenaires du réseau, au FGI de l'Afrique du Nord, au FGI de la jeunesse et au FGI du Tchad, à la Fondation africaine des TIC, au FGI Ghana, à la Maison de l'Afrique et à North African Women in Cybersecurity, le NAWC. Nous remercions également pour votre précieuse contribution, non seulement pour ce rapport, mais aussi tout au long des différentes étapes du processus du projet en Afrique. Donc, pour la présentation aussi de l'ordre du jour, nous avons un ordre du jour très chargé avec une série d'intervenants invités qui ont joué un rôle clé dans la communauté africaine francophone sur des questions liées à la gouvernance des données, la transformation numérique et la cybersécurité dont les femmes et les jeunes dans ces espaces, pour n'en citer que quelques-uns. Pour commencer, nous avons aussi un message et des remarques de bienvenue du directeur exécutif de l'Internet and Jurisdiction, M. Bertrand de la Chapelle. Ça va être suivi d'un discours d'ouverture de Tijani Benjema, président du MAG, du Forum nord-africain de la gouvernance de l'Internet, et de Kuzefi Ishaka, coordonnateur général de FGI en Tchad. Ces remarques mèneront directement un débat modéré par Manuel Lapini, membre du FGI Ghana, qui présentera ensuite nos invités. Donc, sans tarder, je vais vous laisser la parole à M. Bertrand de la Chapelle avec un message vidéo. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de la version française d'un nouveau rapport d'ANGPN. Il explore les politiques publiques relatives au numérique en Afrique et particulièrement les aspects transfrontières. C'est un troisième rapport après le rapport global et le rapport régional concernant l'Amérique latine que nous avons publié au cours des dernières années. Et pour ce rapport sur l'Afrique, nous nous sommes associés avec Research ICT Africa et particulièrement sa directrice exécutive, Alison Gilbald, qui a été chargée de rédiger le rapport en relation étroite avec le secrétariat d'ANGPN. La version anglaise de ce rapport a été annoncée et publiée à l'occasion du Forum sur la gouvernance Internet 2022, qui s'est tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, et auquel un grand nombre d'entre vous ont certainement participé.
L'objectif était double, de mener une cartographie régionale des acteurs, des initiatives et des sujets, mais aussi de fournir une opportunité de connexion pour une communauté d'acteurs diversifiés pour contribuer à une compréhension commune des enjeux auxquels le continent africain est confronté et aux opportunités également. Le lancement d'aujourd'hui va présenter un certain nombre de conclusions issues du rapport, mais je voulais mentionner qu'en parallèle, nous préparons des modules d'apprentissage basés sur le rapport qui seront disponibles à la fin du mois d'avril. Sans rentrer dans les détails, je voudrais mentionner 4 points relatifs aux conclusions du rapport que je voudrais mettre en exergue. Le premier, c'est qu'une coordination étroite entre de nombreux acteurs est absolument indispensable pour avancer vers une plus grande harmonisation et que cette harmonisation doit être accomplie de manière progressive, pas par pas. En effet, les capacités de développement et les contextes nationaux extrêmement différents au sein du continent africain doivent être prises en compte sans nécessairement viser à une conformité ou un alignement immédiat entre tous les acteurs. Le deuxième élément, c'est que le renforcement des infrastructures est un sujet majeur. Ces infrastructures concernent à la fois la connectivité, mais aussi le développement des data centers. Et c'est un sujet qui se prête particulièrement bien à une réflexion à l'échelle du continent, au bénéfice de tous. Le troisième élément, c'est que des politiques publiques numériques adaptées peuvent beaucoup pour avancer dans la réalisation des objectifs du développement durable. Et je pense en particulier à certains sujets comme l'agriculture, l'accès à l'eau, l'urbanisme ou l'énergie. Enfin et surtout, l'Afrique est largement sujette à des régulations qui sont adoptées ailleurs, comme beaucoup d'autres régions d'ailleurs. Elle est donc confrontée à un double enjeu qui est la capacité à développer ses propres politiques à l'échelle du continent, mais aussi de porter une voix collective et une participation dans les processus internationaux qui vont définir la société numérique de demain. Un mot de l'esprit dans lequel nous avons conduit cet exercice autour de 2 choses. La première, c'est que, à travers un certain nombre d'ateliers de dialogue, nous avons voulu créer un espace de respect mutuel pour permettre aux gouvernements, aux entreprises, aux acteurs de la société civile, aux acteurs du milieu académique ou des organisations intergouvernementales de partager leurs perspectives et de définir une compréhension commune de l'ambition à laquelle l'Afrique veut se vouer. Le deuxième élément, c'est que ces questions sont des questions difficiles. Mais il est important que les différents acteurs considèrent ces problèmes comme des sujets qu'ils ont, ou des problèmes qu'ils ont à traiter en commun et à résoudre en commun, plutôt que des problèmes qu'ils ont les uns avec les autres. La plupart de ces questions peuvent être présentées selon de nombreuses perspectives, et dans la plupart des cas, ces perspectives sont plus complémentaires que contradictoires. J'espère que ces 2 éléments de respect mutuel et d'approche commune pourront vous inspirer dans la suite de vos propres activités et développement. Pour terminer, la réunion d'aujourd'hui est très simple. Elle va se dérouler en 2 parties. La première va permettre des remarques d'ouverture de 2 personnes en particulier. Tidjani Benjema, qui est le représentant du FGI d'Afrique du Nord et qui est par ailleurs un membre de longue date de l'un des groupes de contact de l'ANGPN, et Kouzeifi Issaka, qui représente le FGI du Tchad, et tous les 2 auront l'occasion aussi de développer quelques éléments sur les activités de leurs propres organisations. Enfin, une deuxième partie donnera lieu à un débat sur les sujets qui ont émergé dans nos dialogues, et en particulier sur les différentes perspectives des sous-régions de ce vaste continent. Encore une fois, bienvenue aujourd'hui, et je vous souhaite de très fructueux échanges. Et je passe maintenant la parole et le micro virtuel à Tracy Sikamba-Faustin, qui va vous guider dans la suite de cette discussion. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Merci beaucoup, Bertrand, pour votre message et vos paroles d'ouverture. Oui, je voulais dire que aujourd'hui, pour cet événement, nous avons reçu plus de 57 inscriptions de 18 pays et vous pouvez voir aussi la répartition des groupes des parties prenants. Et pour la suite, et sans plus attendre, je donne la parole à maintenant Monsieur Tijani Benjema. Merci beaucoup, Tracy. Merci de m'avoir invité à ce webinaire du lancement de la version française du rapport sur les politiques numériques transfrontalières en Afrique. Ce rapport qui traite particulièrement des données et leur protection en Afrique. Il parle de la précision des données, qui est importante parce que des données qui ne sont pas précises n'ont pas d'importance. Mais il parle aussi de l'hébergement des données, de leur circulation entre les pays du continent. J'ai choisi de parler justement des données. Donc, parlons donc des données sur Internet, pourquoi elles sont importantes et pourquoi il faut les protéger. Elles sont importantes parce qu'elles contiennent des détails non seulement de notre vie privée, mais aussi de notre vie professionnelle, et de nos business, etc. Il faut les protéger pour qu'on n'en fasse pas un usage malveillant, tel que perpétrer des attaques à caractère personnel contre le business des concurrents, à des fins politiques, etc. Ou simplement les vendre. Et les données sont vendues. Cambridge Analytica est un bon exemple pour ça. Bien entendu, les données sont une source d'innovation et de développement quand elles sont utilisées pour l'intérêt public, telles que, par exemple, mieux comprendre les besoins des consommateurs pour fournir de nouveaux services et de nouveaux biens et améliorer la qualité, prévenir et empêcher l'usage malveillant de l'Internet, etc. Donc, voici des aspects très positifs de l'utilisation des données. Le Forum nord-africain de la gouvernance de l'Internet déploie un effort énorme pour éveiller les consciences des utilisateurs de l'Internet concernant l'importance des données et le comportement qu'ils doivent avoir pour préserver leurs données et protéger leur vie privée. Nous leur montrons les outils de protection qui sont de deux genres, des outils techniques et des outils juridiques. Nous leur expliquons que ces outils ne sont efficaces malheureusement qu'à un certain niveau parce que tout outil de protection peut être violé. C'est ainsi que plus on utilise d'outils de bonne qualité et mis à jour, moins on risque on court des risques. Les solutions techniques et juridiques réduisent les risques, mais ne les éliminent pas. Nous faisons ça particulièrement pour les jeunes dans le cadre de l'école nord-africaine de la gouvernance de l'Internet, que nous organisons annuellement dos à dos avec le forum et qui est destiné essentiellement aux jeunes que nous allons cette année aider à ce qu'ils forment leur forum des jeunes nord-africains de la gouvernance de l'Internet. À ces jeunes, comme au reste de la communauté, nous disons qu'il ne faut jamais penser à renoncer à l'utilisation de l'Internet, soi-disant parce que nos données peuvent être utilisées d'une manière malveillante. Parce que cet outil est formidable et il a grandement amélioré la qualité de notre vie. Et aussi, si nous choisissons de laisser tomber l'Internet, ça veut dire que nous allons laisser tomber l'avenir. Nous allons vivre dans le passé. Donc, Internet, c'est important, c'est essentiel, il faut toujours utiliser Internet. Il n'y a pas de protection parfaite ou absolue des données, mais on peut arriver à un niveau raisonnable de protection
si on fait usage des plus récents outils de protection disponibles et surtout si on change notre comportement en tant qu'utilisateur avisé de l'Internet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tijani, pour cela, pour cette ouverture. Nous aurons l'occasion de poser les questions après le débat, le table ronde qui va se passer. Donc, sans plus attendre aussi, je donne le micro virtuel à Kuzefi Isaka. Merci, Kuzefi. Merci, Tracy, une fois de plus. Bonjour à tout le monde. Je suis José Fissa Khadouban. Je vais juste apporter une petite rectification au niveau du statut. En fait, il y a FGI Tchad, il y a FGI Jeunes Tchad. Donc, je coordonne beaucoup plus les activités des jeunes. Il y a Abdeljalil qui est là, le secrétaire, qui coordonne beaucoup plus les FGI d'une manière générale du Tchad. Donc, voilà, c'est ça. Alors, merci une fois de plus à IGPN de nous avoir en fait donné cette opportunité de nous exprimer par rapport à une situation qui nous concerne tous aujourd'hui et d'une manière générale en Afrique, sur la question de la connectivité et de la sécurisation des données, mais aussi au Tchad, par exemple, où nous faisons face à des enjeux liés à l'accessibilité, la régulation, le contrôle, la gouvernance d'une manière générale. Donc, je crois que ces rapports, en fait, traitent quasiment, en fait, les sujets qui touchent un peu la sous-région. Et ça nous demande tous, en fait, en tant qu'acteurs, de nous mobiliser, de fournir, en fait, des efforts, de réunir, en fait, des ressources humaines, matérielles et financières pour, en fait, permettre à tout un chacun d'avoir accès à l'Internet, mais aussi d'être, en fait, de rester connecté le plus longtemps possible tout en ayant, en fait, cette sécurisation, cette sécurité, en fait, de ces données. Au Tchad, et plus précisément en milieu jeune, nous vivons encore dans l'âge, en fait, des luttes pour l'accessibilité, mais aussi la régulation et les contrôles. Aujourd'hui, en milieu jeune, nous constatons en fait l'importance de cet Internet, mais malheureusement, on est encore limité sur la question de la régulation pour avoir en fait un Internet avec un coût un peu abordable pour que tout jeune puisse profiter de tous les avantages que l'Internet nous donne de nos jours. Mais nous nous inquiétons aussi en fait des enjeux qui touchent un peu le milieu rural parce que c'est quasiment en fait des communautés qui n'ont pas encore eu la chance d'aller un peu approfondir leurs connaissances à l'école et qui, avec l'arrivée de l'Internet, essayent d'être connectés pour voir ce que c'est. Donc, comment faire en fait pour protéger ces communautés qui sont un peu vulnérables face à ces enjeux. D'où cela en fait nous rappelle et combien de fois il est important de collaborer ensemble et de veiller à ce que l'information et la communication soient bien passées pour que tous les utilisateurs en fait bénéficient des avantages de l'Internet. Sur la question de la sécurité et du contrôle, nous constatons aujourd'hui avec l'arrivée de ChatGPT que il est important de mettre en place en fait un cadre de régulation ou de réglementation en fait des contenus pour une véracité beaucoup plus durable en fait pour que nos futures générations puissent en fait avoir une éducation assez responsable mais aussi respectable et durable en fait pour que les mauvaises informations, les fake news, ainsi de suite, ne puissent pas en fait changer la manière dont ces générations doivent en fait vivre leur avenir ou concevoir en fait leur projet de développement. Merci une fois de plus. Et pour finir, je dirais tout simplement, comme on a l'habitude de dire, en fait, que l'eau, c'est la vie, l'électricité, c'est la vue. Mais aujourd'hui, je crois que l'Internet devient la raison d'y être et de vivre, en fait. Donc, essayons de mobiliser les efforts communs pour promouvoir, en fait, une gouvernance durable de l'Internet. Merci une fois de plus, Tracy. Merci, Kuzefi. Merci à vous deux, Tijani et Kuzefi, à vous deux pour avoir partagé vos remarques et vos pépites d'informations concernant vos activités régionales. Donc, avant de passer à la session suivante, j'aimerais vous faire part de quelques statistiques. Nous avons eu plus de 87 ateliers de dialogue sur la connaissance
plus de 100 contributeurs de données et d'entrepreneurs combinés, avec plus de 300 représentants de pays dans tous les groupes de parties prenantes, universités, sociétés civiles, gouvernements, secteur privé, communautés techniques, organisations régionales, internationales, etc. Donc, sur la carte devant vous, vous pouvez voir quels pays ont contribué. Et une fois de plus, nous tenons à remercier tous les contributeurs, les participants, les personnes interrogées, les partenaires. Cette liste n'est pas exhaustive, mais représente les nombreux acteurs qui ont rendu possible ce travail important. Donc, comme on a parlé de l'Éthiopie et le lancement du rapport anglaise, je vais donner une petite histoire. Donc, lors de ma visite en Éthiopie pour le lancement, j'ai appris que Addis Abeba signifie « nouvelle fleur » en Amérique. Il est donc important de prononcer le nom de la ville en entier plutôt que Addis, qui signifie juste simplement nouvelle. Donc, ça, c'était mon petit anecdote. Donc, sur la prochaine dispositif, slide, vous pouvez voir un aperçu des progrès réalisés jusqu'à présent dans la dernière phase, qui verra le lancement des modules. Donc, sur ce timeline, vous pouvez voir, c'est basé sur le contenu du rapport et nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer ces modules et nous prévoyons de les rendre disponibles sur le plus grand nombre possible de plateformes d'apprentissage en 2023. Et enfin, sur la prochaine dispositif, notre prochaine slide, j'aimerais souligner 3 messages clés du lancement du rapport. Et je ne vais pas sur cette slide sur la chronologie parce que Bertrand nous a déjà dit un peu de celui-là. Et donc, sur la prochaine slide, la manière dont les 3 messages clés du lancement du rapport, c'était la manière dont la souveraineté des données peut être réalisée et les avantages partagés grâce à la protection réciproque des données personnelles et aux politiques continentales. Le 3e, c'est le déficit de données sur le continent et le besoin de données précises qui peuvent financer la réalisation de ODD. Et la 3e message clé qu'on a pris, c'est une voix africaine commune dans les forums internationaux. Et maintenant, je me tourne vers Muriel Alapini, qui est membre de FJI au Bénin, pour nous amener le débat et la séance de questions-réponses. Donc, je vous laisse la parole, Muriel. Merci. Merci, Tracy. Merci à tous les participants qui sont là. Nous allons avoir une petite session de discussion avec des personnes du nord de l'Afrique, de mon pays, le Bénin, du Tchad également, qui ont participé à un moment donné, pendant l'élaboration du rapport, à apporter des données, des informations. Donc, nous avons Madame Aïcha de la Tunisie, Monsieur Kossia Amessinou du Bénin et l'international Bachar Bong du Tchad, avec qui nous allons discuter déjà avec Madame Aïcha des questions des femmes, parce que dans le rapport, il y a tout un pan d'informations et de données qui relèvent la présence en ligne, les risques et les risques et les menaces, voilà le mot que je cherchais, et les menaces auxquelles sont soumises les femmes. Avec M. Bachar, nous allons parler de la jeunesse. Il y a également dans le rapport toute une partie concernant cette tranche de la population. Et M. Kossia Amessinou, en tant que directeur pour l'Afrique de l'Ouest de la Fondation africaine pour Internet, nous donnera son avis parce qu'il a été un très grand contributeur du rapport, son avis et également la vision de African ICT Foundation et les attentes par rapport à ce rapport. Donc, nous allons commencer par Madame Aïcha de la Tunisie, pardon. Aïcha,
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, donc présente-toi et présente-nous un peu le travail que tu fais dans ton pays et au sein du IDF nord-africain. D'accord. Tout d'abord, merci Internet Jurisdiction pour l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïcha Juridi, je suis à la base, à l'origine tunisienne, je travaille dans la société civile. Je porte 2 chapeaux en fait, académique et société civile depuis 2011. Je suis membre fondateur de Network of African Women in Cybersecurity. C'est un réseau africain des femmes expertes en cybersécurité. Je suis la co-directrice exécutive. Je fais partie aussi du l'IGF africain et l'IGF nord-africain. Je suis membre du Multi-Advisory Group, conseil multi-partite. Donc, du MAG africain et nord-africain, nous organisons l'IGF nord-africain et éventuellement l'IGF africain, les sessions, l'agenda et tout l'événement qui se tient essentiellement autour de la gouvernance d'Internet. Donc, au sein de mon travail avec Nancy, nous faisons en fait un réseau de femmes professionnelles qui en cybersécurité expérimentées, qui opèrent essentiellement sur la région africaine. Notre secrétariat est assuré par le GFCE, qui est le Global Forum on Cyber Expertise. C'est un NGO qui travaille sur la cybersécurité. En fait, c'est en 2 mots ce que nous faisons au niveau de l'Afrique du Nord et l'Afrique globale. Je vous donnerai plus de détails, ou bien vous voulez que je finisse la présentation, ou bien vous voulez aller aux d'autres panélistes? Non, toi d'abord et puis on va passer ensuite au panel. D'accord, On va d'accord. gagner un temps et prendre les questions-réponses à la fin. D'accord, très, très bien. Alors, Mm. je vais parler tout d'abord de l'IGF nord-africain. En fait, notre prochaine édition sera tenue en Libye le mois de mai. Et ça va porter sur plusieurs sujets qui touchent à la gouvernance d'Internet. C'est une première dans le Nord-Afrique parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir ce forum ou bien un événement en Libye. Donc, ceci dit, nous sommes en pleine phase de préparation et nous serons très ravis de vous avoir parmi nous. L'événement sera en session hybride, présentielle et en ligne. Voilà. Donc, parlons maintenant du Nancy. Nancy, qui est le réseau des femmes expertes en cybersécurité. En fait, ce que nous faisons, nous fournissons des conseils d'experts et des conseils techniques à différents niveaux, visant à combler les lacunes dans la planification, le développement et la mise en œuvre de la cybersécurité sensible aux genre en Afrique, et en se concentrant sur les besoins spécifiques des femmes et des filles, puisque elles sont les premiers objectifs ou bien les premiers consommateurs de nos services et nos informations. Donc, dans le but de souligner que le développement de la cybersécurité doit être non sexiste, le NANCI tient compte du fait que la cybersécurité affecte les modèles et les résultats de développement, les opportunités économiques et l'allocation des ressources de manière souvent très différente pour les hommes et les femmes. Le réseau reconnaît essentiellement que les hommes et les femmes ont des rôles et des responsabilités égales et différentes et sont souvent confrontés à des contraintes culturelles, institutionnelles, physiques, économiques différentes. Donc, beaucoup sont enracinés dans les préjugés systémiques. Les systèmes et les politiques, les différents textes légaux qui existent ou n'existent pas aux régions africaines. En fait, l'effet que Nancy ont conclu ou bien ont remarqué au sein d'Afrique, que
Nous avons remarqué que les statistiques montrent que les femmes sont sous-représentées dans le domaine de la cybersécurité à l'échelle mondiale et spécifiquement à l'échelle africaine. Donc, au niveau du continent africain, il y a peu de femmes et de filles qui participent au domaine de la cybersécurité. Et quand je dis participent, c'est ou bien elles prennent des cours, ou bien elles maîtrisent, ou bien elles connaissent même la définition de la cybersécurité, ou bien comment se protéger dans le domaine en ligne. Donc, les différences dans la manière dont les hommes et les femmes accèdent aux services TIC et les utilisent ont des implications importantes pour les politiques du secteur et de la cybersécurité et la conception des programmes. C'est le deuxième fait que nous avons remarqué en examinant le domaine TIC en Afrique. Le troisième consiste que on a remarqué qu'il existe de nombreux obstacles qui empêchent les femmes d'exploiter pleinement les opportunités dans l'espace numérique, notamment une faible accessibilité, un faible accès à l'Internet, un faible accès à l'information, une sensibilisation limitée ou bien inexistante aux rôles essentiels, aux opportunités dans le domaine technologique, qui jouent essentiellement dans l'amélioration de leurs moyens, de leur culture, de leurs valeurs traditionnelles, et qui les décourage de participer à des domaines de carrière perçus comme réservés aux hommes. La quatrième remarque que nous avons fait, que en fait, assurer la sensibilité aux gens et la diversité de la cybersécurité en Afrique, en plus de la façon de la cybersécurité, peut promouvoir ou entraver l'égalité des sexes, sont des questions de développement importantes liées à la DTS de l'Union africaine, l'agenda 2020-2030, la convention de l'AU, l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, l'agenda aussi 2063, l'ODD et l'ONU et les réalisations. En deux mots, nous avons des textes légaux et des références tels que le rapport a bien mis en valeur, mais nous n'avons pas essentiellement la sensibilisation, l'accès pour les femmes et la présence des femmes dans le domaine de cybersécurité. Donc, je voulais tout d'abord, avant de me présenter, je voulais saisir l'opportunité de souhaiter une très bonne fête pour les femmes, toutes les femmes du monde, les femmes tunisiennes et les femmes africaines. Donc, je m'excuse, ça vient un peu en retard, mais je voulais commencer par ces souhaits. Et c'est exactement, maintenant, ce n'est jamais tard, parce que je voudrais, chez Nancy, nous voulons que ces souhaits, avoir des souhaits, de tels souhaits, veut dire aussi que ces souhaits doivent être accompagnés des actes et une solidarité avec les femmes pour les faire progresser dans tous les domaines de TIC, notamment le domaine de la cybersécurité. Donc, sans tarder, je vais passer à la leçon que nous avons apprise à Nancy. Et je vais parler tout à l'heure du premier projet de Nancy. Nous sommes une organisation un peu jeune, de 2 ans. Donc, les leçons tirées de l'expérience diversifiée des membres du Nancy en matière de renforcement de capacité. Le contenu doit être contextualisé aux besoins de la population cible. La population cible, je voulais dire les femmes et les filles. Donc, pour de meilleurs résultats, il faut déployer une approche multi-acteurs et déployer de diverses approches et outils de renforcement de capacité, ainsi que les médias numériques, les plateformes de médias, les radios, les journaux, l'art, le théâtre,
déployer tous les moyens pour encourager les femmes à ce qu'ils intègrent le domaine de la cybersécurité. Donc, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y a plusieurs opportunités. C'est pour cela, évidemment, nous avons développé un programme d'études percutant dans les divers domaines de la gouvernance dans l'espace économique. Le contenu est déjà en développement. En fait, les défis, les principaux, je ne vais pas s'attarder sur ça parce que je vais parler de ça dans le premier projet. Donc, les défis que Nancy a soulignés sont essentiellement sur le niveau d'infrastructure, un problème d'infrastructure, un problème d'accès à l'Internet, la connectivité et l'accessibilité. Donc, ce sont des problèmes qui sont progressivement abordés par diverses parties prenantes et dans des diverses plateformes et espaces de discussion. Parmi les défis aussi, une culture d'être des producteurs et des résolveurs du problème dans l'espace numérique, par opposition des consommateurs encore à inculquer au jeune esprit des enfants. Donc, nous sommes un peu dans l'esprit traditionnel d'être des consommateurs. Nous ne sommes pas aussi développés dans l'esprit du développement et de la production, puisque nous consommons ce que les autres pays, les autres continents ont déjà développé au niveau, que ce soit au niveau des textes légaux, ou bien que ce soit des politiques, ou bien que ce soit des mécanismes ou bien des stratégies à suivre dans le domaine de la cybersécurité ou bien le domaine du TIC en général. Okay. Donc, dernièrement, je vais parler du programme que Nancy, le projet que Nancy va réaliser dans les mois prochains. C'est un programme, il s'agit d'un programme de formation, c'est l'École africaine des femmes sur la cybersécurité, qui vise toutes les femmes ou filles africaines de plus de 18 ans. La diversité dans le domaine professionnel sera encouragée, bien évidemment. Donc, être professionnelle ou bien être étudiante, vous êtes les bienvenus dans cette école. L'école sera tenue en ligne pour le moment, pour le démarrage. Et puis, nous envisageons avoir des chapitres de Nancy et des chapitres de cette même école dans une étape ultérieure du projet. Okay. Donc, nous développons 3 modules: la culture sociale et cybersécurité, le développement économique, la cybersécurité, la cyberhygiène, surtout des ménages, cybersécurité en ligne ou bien la sécurité en ligne des enfants. OK. Donc, l'objectif, je vais finir avec l'objectif. Donc, l'objectif est de sensibiliser aux opportunités socio-économiques de l'espace de l'espace en ligne ou bien cyberspace. Donc, tout en attirant l'attention sur les mesures de sécurité. Finalement, je vais partager avec vous certainement le démarrage du call, le démarrage de l'appel à candidature. Je suis aussi ravie d'être parmi vous et je félicite International Jurisdiction pour le rapport déjà lancé. Merci beaucoup. Merci, Aïcha. Ce qui est bien, c'est que de tout ce que tu as dit, on retrouve des informations très pertinentes qui sont également répertoriées dans le rapport. Et on va passer la parole à Bachar. L'international Bonjour. Bachar, qui va nous parler Merci beaucoup. Du travail qu'il fait au sein de tout ce dans quoi il est, et surtout aborder la question du travail avec la jeunesse au Tchad. Okay. Merci beaucoup, Mireille. Bonsoir à tout le monde et bonne et heureuse fête à toutes les femmes du monde. Merci beaucoup avant tout International Jurisdiction
Policy Network pour cette opportunité que vous nous donnez et surtout pour le lancement en français du rapport sur la situation régionale de l'Internet des juridictions, Policy Network, intitulé « Encadrer, cartographier et gérer les politiques numériques transfrontalières en Afrique ». Je pense que nous vous remercions pour cette opportunité parce que nous avons constaté que dans l'écosystème mondial de l'Internet, c'est toujours l'anglais qui domine. Et Dieu merci que vous avez commencé les 2 rapports. Maintenant, ça sera le 3e rapport à faire en fait. Donc, nous vous remercions. Comme à l'introduction, je pense le staff d'Internet Jurisdiction a parlé du rapport, l'importance de ces rapports, surtout pour l'Afrique et surtout la coordination. Et aussi les tendances actuelles en Afrique qui s'est évoqué dans les rapports, à savoir la coupure de l'Internet, la désinformation, comment il faut lutter, la surveillance, les droits de l'homme et surtout l'harmonisation des cadres et politiques de l'Internet en Afrique. Donc, un grand merci à cette initiative. Donc, comme Mireille a dit, moi, c'est Abdeljelil Bachar Bong et j'ai double casquette, je coordonne le Forum national sur la gouvernance de l'Internet qui a été créé depuis 2014, que j'ai l'insigne honneur de présider en tant que secrétaire exécutif et en même temps en tant que président de l'organisation House of Africa qui travaille dans tout ce qui est ODD, l'environnement, l'implication de la jeunesse, la femme et surtout les numériques. Donc, pour revenir un peu à la question posée, je peux dire que nous ne pouvons pas façonner l'avenir de l'Internet sans la voix des jeunes. Je pense qu'il y a Joséphie qui avait soulevé ces points et en même temps, Aïcha de la Tunisie a parlé de la femme. Donc, les 2 catégories, les jeunes et les femmes, c'est eux qui façonnent un peu l'Internet. Et tant qu'on n'implique pas les jeunes, ou bien tant que les jeunes ne s'impliquent pas, parce que parfois il faut arracher, il faut s'impliquer. En s'impliquant, on contribue, on participe. Donc, surtout l'implication des jeunes dans l'écosystème mondial est plus importante parce qu'il y a des décisions, il y a des lois, il y a des textes ou bien il y a des résolutions qui ont été prises sur le plan international et sans l'implication ou bien sans incorporer les jeunes. Et comme souvent on le dit, tant que vous faites des choses sans nous, c'est-à-dire c'est contre nous. Mais quand vous faites avec nous, c'est-à-dire pour l'intérêt de l'ensemble. Donc, je pense que l'implication des jeunes est primordiale. Ça, sur le plan mondial, que ce soit sur le plan régional, etc. Donc, comme vous le savez, nous sommes tous des experts. Vous êtes tous des experts ici. Dans l'écosystème mondial, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Et surtout, nous avons constaté ces dernières années l'implication des jeunes, que ce soit au niveau du IGF, qui est Internet Governance Forum, que ce soit sur le plan mondial, que ce soit sur le plan régional. Par exemple, nous avons l'IGF Afrique pour le cas de l'Afrique. Nous avons en Europe les Hérodiques, etc. Et nous avons, par exemple, pour notre sous-région, l'Afrique centrale, nous avons l'IGF Afrique centrale qui est là. Et sur le plan national, dans chaque pays, au Bénin, vous avez le Bénin, IGF, etc. Et les gens sont impliqués. C'est ça le système bottom-up. Donc, on s'implique en local, après régional et à l'international aussi. Et surtout sur l'écosystème mondial, nous avons vu au niveau d'ISOC aussi, au niveau d'ICANN, au niveau de IETF et surtout au niveau des AFSTAR. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les AFSTAR, ce sont les organisations africaines qui travaillent pour la promotion du numérique en Afrique. Que ce soit, nous avons Afrinic, qui est l'un des registres mondiaux, parmi les 5 RIR. Nous avons l'Africa Search qui travaille dans tout ce qui est cybersécurité. Nous avons Afralo qui représente un peu la voix des utilisateurs d'Internet au sein de l'ICANN, etc. Donc, pour revenir aussi, dire que les jeunes, il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes au sein de la gouvernance. Donc, c'est aux jeunes d'aller chercher. Et pour aller chercher, il faut avoir certaines notions, il faut avoir certaines les tuyaux, il faut avoir aussi les renforcements des capacités. Comme l'Internet juridique vient de dire, il y a
Je crois qu'on a perdu Bachar. La connexion. Allô, On Bachar? s'implique. OK. Allô? Oui, on t'avait perdu 2 minutes. Vas-y. Ah, OK. Donc, j'ai dit, il faut que les jeunes commencent à s'impliquer sur le plan local aussi. Par exemple, pour l'IGF national, nous avons, on peut dire à 70%, on implique les jeunes au niveau de l'IGF national, que ce soit au niveau des comités d'organisation, que ce soit au niveau des panels, on implique les jeunes et au niveau des rédactions aussi, des rapports. Donc, c'est plus important. Les jeunes sont impliqués et sont valorisés. Après, au niveau tout régional aussi. Donc, s'il y a des ateliers, on les implique. Ce n'est pas la visibilité qui compte, mais c'est-à-dire la contribution en tant que telle. Et au niveau international, comme vous le savez, au niveau du MAC, les jeunes sont impliqués. Et surtout les networking. Donc, ce que nous faisons pour revenir un peu au niveau local, que ce soit au niveau des IGF, que ce soit au niveau des House of Africa, nous avons organisé l'école de la gouvernance de l'Internet. Donc, cette école permettra aussi d'outiller les jeunes et les différents acteurs pour qu'ils comprennent l'écosystème de l'Internet, pour comprendre l'historique de l'Internet et comment il faut s'impliquer et contribuer. Et je pense que nous avons l'honneur aussi de recevoir, aussi d'avoir invité Tidjane Benjamin, qui est ici avec nous. Il y a Sébastien de la France. Et surtout parce que nous avons des carences dans des panélistes, ou bien dire des panélistes dans le domaine en français. Donc, d'où la nécessité de l'école, on a fait en français. On a impliqué que les francophones. Donc, nous les remercions. Donc, ils étaient venus, ils ont formé 50 personnes. Et ces 50 personnes, je peux affirmer aujourd'hui que 10 personnes sont vraiment actives. Donc, un de nous, actuellement, est élu au niveau du MAC international, qui s'appelle Brahim aussi, qui est élu au niveau du MAC international, qui représente un peu la voix de la jeunesse là-bas. Donc, au niveau local, c'est-à-dire que ce sont des initiatives qui permettront de booster un peu tous les acteurs et surtout les jeunes. Parce que nous avons invité les jeunes de différentes écoles, que ce soit l'école nationale ENASTI, qui est l'école nationale de TIC. Donc, maintenant, ils disent qu'ils ont affirmé que c'est la première fois qu'ils ont entendu parler de l'AICA, ils ont parlé de l'ITER, etc. Donc, c'était une occasion unique pour eux. Et il y a presque 2 de ces fellows-là ont pu participer à l'IGF mondial à Addis Ababa. Donc, on les a accompagnés. Et aussi, au niveau des House of Africa, nous avons aussi la journée de la cybersécurité, la première journée nationale de la cybersécurité, et plusieurs thématiques ont été discutées, et surtout la thématique de l'implication de la jeunesse dans la contribution de l'écosystème. Et ça, nous avons pu faire en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité informatique. Donc, la tendance est que, comme Tidjane a dit, il faut une harmonisation ou bien il faut une synergie d'action. Donc, synergie d'action, le gouvernement, la société civile, les mondes académiques, les techniques, je peux dire les femmes, les hommes, etc. Donc, ensemble, nous pourrons impacter le monde que nous voulons, surtout amplifier la prise de conscience de tous les acteurs pour qu'ils sachent que le développement de l'Internet nécessite l'implication de tout le monde et aussi de combler un peu ces fossés, des fossés que nous avons constatés. Par exemple, si on parle de la désinformation, le gouvernement, ça ne peut pas aboutir. Le monde académique, ça ne peut pas aboutir. Donc, ensemble, et surtout les jeunes, parce que quand on parle de fake news, quand on parle, par exemple, de la coupure de l'Internet, quand on parle, c'est-à-dire des fossés numériques, c'est plus les jeunes. Donc, je pense que, en grosso modo, les jeunes doivent être des experts. Ils doivent contribuer, c'est-à-dire choisir des thématiques essentielles, que ce soit au niveau de l'IGF national, que ce soit au niveau du forum, je peux dire des forats internationaux, parler par exemple de la protection des données, parler de l'intelligence artificielle, parler de big data, la cybersécurité, la cybercriminalité, etc. Donc, l'éducation en ligne. Donc, il y a toutes ces opportunités qui existent. Maintenant, comment capitaliser ces opportunités par les jeunes? Ça, c'est le plus important. Comme j'avais parlé de l'ICANN. Donc, il y a le site de l'ICANN qui est là, vous pouvez visiter. Il y a l'IGF qui est là, parce que quand vous entrez dans l'INTGOV, IGF, il y a toutes ces informations. Vous pouvez même contacter les différentes initiatives sur le plan mondial. Par exemple, ici, Internet juridique, il y a le site qui est là. Vous pouvez rentrer, vous pouvez télécharger les rapports. La première des choses à faire, les lire beaucoup. Donc, il faut se documenter. Donc, on devient expert en cherchant, en se documentant et en s'impliquant. Mais rester derrière, c'est les casquettes. Les jeunes, ce n'est pas ça.
Donc, il faut, s'il y a des appels à proposition des thématiques, il faut s'impliquer, il faut proposer. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. En grosso modo, l'implication de la jeunesse est plus importante et tous les acteurs doivent être impliqués, et surtout les jeunes et les femmes dans l'écosystème mondial. Donc, je vais m'arrêter là et merci beaucoup. Merci, Bachar. Donc, pour résumer, en fait, ton intervention, l'implication des jeunes, d'accord, mais il faudrait que les jeunes soient motivés à apprendre à se documenter pour mieux comprendre tout ce qui englobe l'écosystème de la gouvernance Internet, d'accord? OK. Oui, merci. Alors, j'aimerais vous adresser aux participants. Il y a dans le staff d'Internet Juridiction, ils ne parlent pas tous anglais. Il y en a qui parlent aussi français. Je l'ai remarqué en plus de Tracy. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le rapport, le contenu, la vulgarisation, etc., à mettre vos questions dans le chat. Juste après l'intervention du Dr Kossi, on pourra les prendre et les soumettre au staff d'Internet Juridiction et également aux participants. Donc, Dr Kossi. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Je ne vais pas vous présenter parce que vous êtes plus ancien que moi. Donc, je vous laisse la parole et on va finir le round des interventions avec vous. Merci beaucoup, Madame Muriel. Merci bien pour la modération. Merci ainsi pour cette invitation qui nous est faite. J'ai le plaisir d'être vraiment à cette séance de niveau élevé, qui concerne toute la zone Afrique. Je suis conseiller à Meskimo, je suis dans plusieurs entités et organisations à la fois. J'officie par moments sous la casquette du gouvernement. J'interviens dans le monde académique en tant qu'enseignant-chercheur. Et dans le cas d'espèce, je suis le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Fondation africaine d'éthique. Et c'est à ce titre que je fais cette intervention aujourd'hui. J'espère que vous me recevez convenablement. Oui, docteur, ça va. Parfait. Je voudrais dire merci à Internet Juridiction pour cette opportunité offerte à l'Afrique de pouvoir regarder en détail une dimension de l'Internet qui est celle de la gouvernance de la donnée. C'est un élément important. Et par ces temps qui courent, ce n'est pas toujours un sujet abordé avec autant de facilité de largesse. Nous avions notamment au niveau de l'Afrique plusieurs instruments qui nous permettent de pouvoir nous mirer sur où nous voulons aller pour le développement global de l'Afrique. Nous pensons notamment à l'agenda global, l'agenda 2063 qui donne la vision à très long terme de l'environnement africain que nos dirigeants ont voulu. Nous avions un certain nombre d'outils dans l'environnement technologique qui nous balisent aussi le paysage. Je pense notamment à la déclaration de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. C'est vrai que pour plusieurs personnes, la non mise en vigueur de cette déclaration est un problème fondamental pour notre région. Il est utile que nous puissions voir ensemble comment nous allons nous y prendre pour avancer à la mise en œuvre progressive d'ici à là. Nous avions la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine à l'horizon 2030 pour mettre un peu en zoom la contribution du numérique à l'atteinte des ODD, qui est un élément important. Et enfin, un autre élément de cadrage que je voudrais qu'on puisse garder à l'esprit, c'est la zone de libre-échange intercontinental qui nous donne un périmètre d'horizon sur la possibilité que nous avons à construire un écosystème de marché unique africain, y compris dans l'environnement du numérique. L'ensemble de ces éléments, quand on les met en lien avec le rapport qui nous a été soumis, regardant un peu les conclusions auxquelles ce rapport nous conduit, nous pouvons nous rassurer que le paysage n'est pas aussi sombre que ça. Et le rapport nous conduit notamment à envisager que l'Afrique puisse avoir
une collaboration assez fluide sur les questions de numérique, notamment sur la question de données en particulier de sa gouvernance. Et ce document et toute la problématique de sa construction nous fait miroiter le fait que la zone de libre-échange d'échange continental puisse nous permettre d'avoir un marché unique numérique. C'est une lumière qui nous est faite pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous avions du potentiel. La donnée, par exemple, est très importante et mérite d'être mise en place dans une concertation globale au niveau africain. Il est possible de relever au niveau de la question de la gouvernance de la donnée l'élément central, la protection de la donnée à caractère personnel. Nous avions des juridictions auxquelles on s'adosse aujourd'hui. Nous avions des dispositifs juridiques au niveau de certains des pays. Mais il est important que de plus en plus, nous puissions migrer de la juridiction nationale vers une juridiction supranationale continentale qui impose d'une façon plus holistique le partage de la donnée au bénéfice de chacun des citoyens africains et sa protection soit assurée au niveau de nos instances continentales. Il est important pour nous de pouvoir regarder cet environnement numérique comme étant un espace où la donnée doit pouvoir être fiable. La donnée, elle doit avoir un certain nombre de caractéristiques. Les attitudes est un élément important. La véracité est un élément important. L'accès et la distribution de la donnée sont aussi deux éléments importants. Mais il est aussi utile de garder à l'esprit la notion du stockage de la donnée et de sa sécurité. Et quand on parle de stockage de la donnée, on pense au data center et à tous les enjeux autour du data center dans l'environnement africain et globalement dans le monde. Il est important que nous puissions harmoniser l'approche et la réglementation autour de la donnée pour faire en sorte que les progrès à accomplir puissent être accomplis de façon holistique ensemble dans un processus interétatique. Et quand on parle de processus, on a perdu Dr. Kossi. Allô, docteur? En attendant que le docteur nous rejoigne, vous trouverez dans le chat les liens vers le rapport en français et vers la note conceptuelle également qui introduit ce rapport-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, le staff d'Internet Juridiction parle français. Les intervenants également parlent français. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat ou à les préparer comme ça tout à l'heure quand nous allons finir avec le docteur Kossi. Vous pourrez lever la main et prendre la parole. Allô, docteur? Alors, en attendant, je vois une question dans le chat, Tracy. On pourra y aller le temps que le docteur nous rejoigne. Oui, je pense que ça serait bien, Muriel. Merci beaucoup. OK. Nous avons Hervé Rouzandi du Bénin, qui est le président de notre chapitre ISOP, qui, je crois que sa question s'adresse au staff d'Internet Juridiction, qui dit qu'en Afrique de l'Ouest, avec le phénomène des brouteurs et l'utilisation de TikTok par certains influenceurs, il se pose un souci d'éducation et de sensibilisation. Alors, nous, à ISOP Bénin, nous avons du mal à convaincre sur la demande de rendre Internet moins cher et accessible à tous. Qu'est-ce qui est prévu sur le volet éducation dans le rapport? Est-ce qu'il y a eu des informations, des données, des retours d'expérience sur le volet de l'éducation et de la sensibilisation des populations, je crois, si j'ai bien compris la question? Donc, je ne sais pas si je peux... donc, je vais prendre la parole ici, mais donc peut-être ça répond à la question sur l'éducation et l'apprentissage. Et pour la conclusion de cette réunion, je voulais
dire qu'on est en train de développer une plateforme de modules d'apprentissage basée sur le contenu du rapport. Et donc, il va avoir certaines thématiques aussi sur l'accès connectivité. Mais c'est basé sur le rapport. Et puis ça peut être utilisé après pour faire de travail en plus. Mais déjà, ça donne la base de ça. Et donc, pour les modules d'apprentissage qui vont être lancés. Allô? Ah, tu es de retour. Oui, le docteur est revenu. Oui, Ah, tu es revenu. Donc, je vais juste finir sur ça. Donc, on va avoir une plateforme pour les modules d'apprentissage et les parties et nos stakeholders peuvent exprimer leur intérêt de tester la plateforme d'apprentissage sur les politiques numériques transfrontalières. Donc, j'espère que c'est une partie, ça répond à cette question. Mais donc, je vois qu'il y avait mon collègue Martin Hallen, peut-être qui voulait ajouter un peu plus sur ça, sur cette question. Donc, merci Tracy. Oui, je crois que c'est vraiment une question très importante et c'est aussi un petit peu l'objectif de notre status report, de vraiment faire un framing, comme on dit en anglais, de vraiment souligner le besoin de aussi penser concernant les applications qui sont utilisées dans le domaine de la connexion et du transfert de données par les moyens transfrontaliers. Et des exemples comme l'exemple de TikTok, par exemple, et les influenceurs et la question d'éducation joue vraiment un rôle très important. Et ça, c'est déjà quelque chose qui aussi maintenant est en train de nous faire réfléchir concernant le prochain projet pour aussi concrétiser un petit peu en plus à notre audience des politiciens, des responsables de la régulation, d'aussi comprendre qu'il y a des exemples comme ça qui sont très transsectoriels et transfrontaliers. Et je vois aussi que Tijani a aussi levé sa main. Donc, Tijani, je te donne le microphone virtuel. Merci beaucoup, Martin. Je pense que le côté de l'éducation ou le capacity building concernant l'Internet governance ne peut pas venir de Internet Jurisdiction. Ça aide beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est au niveau de l'Afrique, au niveau de chaque structure de toutes les parties prenantes, société civile, gouvernement, etc., de faire cet effort-là. À notre niveau, au niveau de l'Afrique du Nord, le Forum de la gouvernance de l'Internet en Afrique du Nord, nous organisons chaque année une école de la gouvernance d'Internet et c'est justement pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour sensibiliser. C'est fait pour avoir de nouveaux acteurs, pas acteurs, mais de nouveaux éléments dans l'écosystème de la gouvernance de l'Internet. Des jeunes qui comprennent peut-être mieux que les moins jeunes ces enjeux de l'Internet d'une manière générale et surtout des données. Le rapport est axé sur les données. Je pense que les données, c'est un point central du rapport. Et moi, je pense que les données, si vous voulez, la prochaine guerre, ce sera une guerre des données. Les données, c'est essentiel. Les données, c'est essentiel pour le développement. Mais c'est aussi essentiel pour il faut les protéger parce qu'il y a des gens qui en font un usage criminel. Donc, cette question, il faut sensibiliser la communauté sur l'importance des données et sur les manières de se protéger, les manières de se comporter sur Internet de manière à ne pas tomber dans le piège de tout déballer et d'avoir... Parce que, je vous dis franchement, hein, toutes les données que vous avez, que vous passez sur Internet, elles sont quelque part chez quelqu'un. Je vous l'assure, c'est sûr. Écoutez, c'est très facile. Il y a un exemple frappant qui était Cambridge Analytica. Et on a fait un usage politique très, très clair
Et donc, on oriente la politique d'un pays à travers ces données-là. Donc, les données, c'est très dangereux, c'est très utile, c'est très dangereux. De toute façon, c'est les données, puisque l'intelligence artificielle, c'est basé sur les données. Toute la nouvelle technologie est basée sur les données. Donc, les données, c'est essentiel. Il faudrait qu'en Afrique, chacun d'entre nous fasse l'effort de sensibiliser les gens sur l'importance des données, sur l'importance de se protéger, de protéger ces données, et aussi sur l'importance de l'échange des données, parce que les données peuvent être une source d'innovation, de développement, si elles sont bien utilisées, si elles sont utilisées dans l'intérêt public. Et donc, il y a un effort de circulation de ces données, mais il faudrait que ça soit d'une manière protégée, d'une manière, disons, moi je dirais, protégée, oui, d'une manière protégée. D'accord. Merci beaucoup, Tidjani. Je crois que le docteur Kossi nous a rejoint. Monsieur Franck Atoko, nous allons le laisser finir son intervention et juste après, Tracy m'a donné quelques minutes, donc on pourra mieux discuter. Merci beaucoup. Docteur Kossi, c'est à vous. Oui, vraiment, merci bien. Ce sont les enjeux de la technologie, c'est ça aussi. C'est vivre cela qui nous permet de mieux construire la dynamique du futur. Je parlais de données et je parlais d'entrepôt de données. C'est élément essentiel que nous devions aussi garder à l'esprit. Quand on parle d'entrepôt de données, ça suppose qu'on doit garder aussi à l'esprit le stockage. Ce stockage-là, on doit faire en sorte que toutes les données qui sont construites en Afrique puissent être stockées en Afrique. Nous avions laissé des gens venus avec leur façon de faire, imprimer une nouvelle culture au peuple africain à partir de la donnée venue d'ailleurs que nous manipulons, que nous utilisons, sans comprendre vraiment les enjeux. C'est ça aussi l'information. L'information permet de créer une nouvelle culture, l'information permet de bâtir une nouvelle génération, l'information permet de donner des orientations à un peuple, à une communauté. Nous devons faire en sorte que ce qui est stocké chez nous puisse être pour nous, avant tout, un enjeu de sécurité, un enjeu de sûreté, un enjeu d'identité pour l'Afrique. Au niveau de la Fondation africaine d'éthique, nous avions un paradigme et un défi, c'est de faire en sorte que le numérique et tout ce qui tourne autour du numérique, y compris Internet, puisse apporter de la chance à chaque citoyen africain. C'est là le défi fondamental pour lequel la Fondation africaine d'éthique travaille. Quand on parle de la donnée, on pense aux infrastructures numériques de stockage. Et quand on regarde les environnements numériques transfrontaliers, moi, je les mets sur deux casquettes. La casquette de ce qui est observable physique et la casquette de ce qui est immatériel. Quand je regarde la casquette de ce qui est observable physique, nous avions tout ce qui est en jeu autour des entrepôts de données, donc les data centers autres. Nous avons les enjeux autour des registres pays que nous avions les enjeux autour des points d'échange, des points de concentration de la donnée pour que l'information reste territoriale. Nous avions les enjeux autour du maillage optique intercontinental. Toutes ces questions-là, nous devons pouvoir les aborder de façon efficace en étant dans la dynamique de la compréhension africaine des choses. Et dans l'immatériel, je vois tout ce qui est donné à caractère personnel, mais je vois aussi aujourd'hui la clé du développement qui sont les données ouvertes. Les données ouvertes, on doit pouvoir les rendre accessibles à la communauté scientifique, à la communauté des chercheurs, pour que l'information serve à produire des outils d'aide à la décision. C'est très important aujourd'hui pour nous. Et nous ne devons pas laisser les autres venir faire ça pour nous en Afrique. Nos informations africaines, nous devions les utiliser pour construire de nouveaux paradigmes d'aide à la décision. Et nous avions la stratégie de l'Union africaine en matière de données qui gagnerait vraiment à être prise en charge, à être appropriée par les différents États pour que le bénéfice que cela apporte puisse être au profit des citoyens que nous sommes, des citoyens africains, des citoyens de chacune des zones de l'Afrique. Nous avions
régulièrement parler Union africaine, mais cette Union africaine a souvent été vue comme une union des États. Nous devions passer de l'union des États vers l'union des peuples pour que les décisions qui sont prises puissent être celles qui touchent le citoyen. Nous ne devons plus nous limiter aux décisions des chefs d'État qui se concentrent sur les espaces territoriaux, mais nous ouvrir au paradigme des citoyens qui voudraient que la donnée à caractère personnel africaine soit protégée. Au jour d'aujourd'hui, la dynamique que nous avions mise en place avec la déclaration de Malabo ne nous permet pas de protéger la donnée à caractère personnel des citoyens africains. Ce n'est pas bon, nous devons travailler à corriger cela. C'est un instrument qui est vu aujourd'hui comme étant un instrument mal ficelé, mal applicable, mal appliqué, un investissement plus ou moins du gâchis pour certains citoyens africains. Nous devions remédier à cela et rebâtir rapidement la possibilité pour les citoyens africains de pouvoir bénéficier de cet instrument important qui challenge normalement la déclaration qui est mise en place par l'espace européen et autres. Ça a été fait avec la contribution et l'expertise de l'intelligence africaine. Nous laissons notre intelligence collective et nous faisons confiance à l'intelligence des autres. Ce n'est pas bien. Nous pouvons travailler à cela et corriger cela. Nos pères fondateurs, quand ils ont mis en place le mécanisme de l'Union africaine, c'était pour que nous puissions avancer. Mais, chemin faisant, ils se sont retrouvés à créer des paradigmes de territoire. Et ce cas-ci, on se demande si c'est vraiment un bon choix qui a été fait. On aurait pu être un seul continent, un seul peuple, un seul État, que peut-être aujourd'hui, le paradigme et les échanges que nous avions seraient différents. Quel type de société nous voulons avoir pour nos générations à venir, nos petits-enfants? Quel type de société nous voulons leur laisser? Le numérique, on sait bien qu'il est aussi un outil de bien commun. C'est un mal nécessaire, mais c'est aussi un danger qui doit être pris en charge comme tel. C'est une source de destruction qui doit être considérée comme telle. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Nous ne devons pas faire comme si nous sommes les seuls dans le cyberespace. Nous devons en tenir compte. Les aspects sécurité autour de la donnée sont sensibles et importants. La Fondation africaine d'éthique appelle à l'union sacrée de tous les Africains autour du numérique et de la donnée en particulier. Nous voulons faire en sorte que la terre nourricière que nous avions, la terre de la donnée, n'oublions pas que nous sommes une terre une génération de savants et de sachants. La science a commencé en Afrique. La mathématique a commencé en Afrique. On ne peut pas comprendre qu'on n'ait pas des entrepôts de données pour que les données des citoyens africains soient entièrement hébergées en Afrique, utilisées et encouragées aussi bien à l'écrit, à l'oral, que des données audiovisuelles. On doit pouvoir les avoir et les utiliser à bon escient dans l'environnement africain. Nous encourageons les uns et les autres à construire avec nous ce paradigme de la donnée comme source de profit et de richesse pour tous citoyens africains. Je vous remercie pour ce temps de parole qui m'était accordé. Merci beaucoup, Dr. Kossik, pour ce vibrant appel. Merci beaucoup. Je crois que, Tracy, on peut commencer les questions-réponses. Oui, bien sûr. Il y avait Franck qui avait une question. Voilà, oui. Et ensuite, il y a M. Avis du Cameroun qui a laissé une question dans le chat. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous pour discuter justement de ce rapport qui voit sa version française publiée. Je pense que beaucoup de personnes l'attendaient et c'était un plaisir en tout cas pour nous de contribuer à ce rapport. Donc, alors moi, j'ai une question et une réaction par rapport à la question. Je ne sais pas si les réactions sont autorisées par rapport aux questions des participants. Oui. Bien sûr. OK. Donc, peut-être je vais commencer par la réaction à la question de M. Hervé et après poser ma question derrière. Donc, la question, c'était justement sur aujourd'hui le développement d'Internet et son utilisation par les populations. Et en même temps, dans sa question, il parlait d'une question de vulgarisation ou d'accès à Internet à ces populations-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la question qu'on doit se poser de la question de l'accès à Internet des populations rurales?
Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est une question qui vient trop tôt. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on se pose la question de l'accès, en même temps qu'en face de nous, on a la question de l'éducation de ces personnes-là. C'est comme si on donnait une moto à un enfant de 5 ans. Donc, on voit les dégâts que ça aujourd'hui, justement avec, et il a bien soulevé, justement avec TikTok et tous les réseaux sociaux qui arrivent et qui vont directement, en fait, vers nos populations rurales qui ne sont pas suffisamment éduquées sur, justement, la destination de la donnée, comme le disait le professeur. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que ce sur quoi on doit mettre l'action et face, justement, au désastre et à tout ce qu'on retrouve avec les influenceurs qui sont vraiment légion en Afrique aujourd'hui, je pense qu'ils sont là-bas, ils le voient. Aujourd'hui, c'est justement axer plus sur l'éducation de ces personnes, de ces populations rurales-là, en mettant peut-être en place des modules de formation, mais en langue peut-être. Pourquoi pas en langue locale, pour que ces personnes-là, même si elles n'ont pas eu accès à l'éducation scolaire, mais avec leur langue locale, puissent avoir, au fait, tous les effets et toutes les méthodes efficaces pour apprendre à comment se servir d'Internet et surtout même, moi je pense que le plus important, c'est de comment traiter l'information qui vient d'Internet, surtout avec le phénomène des influenceurs aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de fake news qui viennent de la part des influenceurs et même aujourd'hui, je vais peut-être pointer un peu du doigt ce qui se passe en Tunisie. Voilà. Et Internet et surtout les influenceurs jouent un rôle très, 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 très important en fait dans ce qui se passe entre la Tunisie et les pays d'Afrique subsaharienne. Ce qui, aujourd'hui, on voit le président tunisien qui essaie de démentir, qui essaie d'apporter beaucoup de clarifications. Et de l'autre côté, on a des influenceurs qui continuent de verser de l'huile sur le feu et qui s'adressent directement, mais sans filtre, à des populations rurales ou locales qui n'ont pas suffisamment de moyens pour traiter de ces informations-là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit plus miser sur l'accès vulgarisé à l'Internet à ces populations ou est-ce qu'on doit plutôt mettre l'accent tout d'abord sur l'éducation de ces personnes-là et de ces populations-là avec les moyens qui vont justement traduire en langue locale tous les moyens, tous les processus de traitement de l'information d'Internet. Voilà un peu ma réaction par rapport à la question, à la préoccupation de Hervé. Et ma question, c'était justement sur l'outil qui avait été évoqué par Tracy et en début de la conférence. C'est comment, par exemple, moi, je suis doctorant à l'Université Paris-Panthéon-Assas, justement en droit du numérique et en protection des données à caractère personnel sur l'Afrique subsaharienne, en droit comparé avec ce qui s'est fait en Europe, en Amérique du Nord, notamment au Canada, et face aux influences des États-Unis. Donc, dans mon travail, je traite justement sur comment adapter, au fait, la Convention de Malabo, par exemple, et les autres tests que nous avons, justement, pour répondre justement à l'intervention, par exemple, des États-Unis. On parle de data center aujourd'hui. Justement, comment est-ce que nos textes peuvent nous permettre de riposter, au fait, face à l'ingérence, justement, de certains États dans notre gestion locale des données africaines. Donc ça, c'est un peu l'objet de ma tête. Et moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que je peux prendre part, par exemple, à l'élaboration et à la conception, justement, de ces outils qui vont être mis en place et publiés plus tard. Donc voilà ma question. Merci beaucoup, M. Franck, pour la contribution et la question. Tracy, je te laisse répondre ou... parce que je n'ai pas bien compris à qui la question s'adressait d'abord. Oui, donc je ne sais pas si c'était à moi, mais je pense qu'il y a plus de connaissances dans le groupe pour répondre à ça, parce que comme nous, on a rédigé le rapport avec ceux qui sont experts dans le domaine aussi. Donc, je pense que je donne la parole peut-être aux intervenants de venir à répondre à cette question de Franck. Et aussi pour vous dire, Franck, qu'on a un réseau très riche aussi avec les personnes qui travaillent étroitement avec les frameworks, if I can use an English term, légaux, donc dans le Malabo Convention. Et donc, mais je vais arrêter à parler ici. Et s'il y a quelqu'un, je vois Tijani. Oui, Tijani a levé la main.
Merci beaucoup et un grand merci à Franck. Réellement, j'apprécie votre intervention. Je ne vais pas répondre à tout toutes les questions que vous avez posées, mais concernant l'éducation de la population pour ne pas être sous l'effet des influenceurs, je pense qu'on a besoin aussi d'éduquer même l'intelligentsia de l'Afrique concernant les influenceurs, parce que les influenceurs sont en train d'influencer même ces gens-là. C'est une technique, c'est fait d'une manière tellement bien faite que les gens croient en tout ce qu'on leur raconte. Oui, c'est un grand problème. Tu as parlé du problème de la Tunisie avec les immigrants subsahariens. Effectivement, vous avez absolument raison. C'est une campagne pour justement, comment dire, pour dire aux gens, aux subsahariens, les Tunisiens sont des racistes. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Moi, je vis en Tunisie, je sais très bien, nous avons des Africains parmi nous, je vous assure que ceci, bon, et bien sûr, il y a des actions particulières parfois ici ou là, mais c'est normal, c'est partout dans le monde. Mais il n'y a pas une politique raciste ou il n'y a pas un fléau raciste en Tunisie. Les Tunisiens ne sont pas racistes du tout. D'ailleurs, nous avons des gens de couleur foncée aussi en Tunisie. Donc, il n'y a aucune raison d'être raciste, mais il y avait un problème comment dire, d'appliquer la loi concernant les gens qui sont là d'une manière non réglementaire, d'ailleurs qui rentrent chez nous même sans papier, ils n'ont aucun papier, ils rentrent comme ça. Et bon, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour cela qu'en Tunisie, ils ont fait cette mise au point en disant que tous les gens qui sont en situation régulière, ils sont les bienvenus, ils continuent à être chez nous, des frères comme d'habitude, mais ceux qui sont dans des situations pas régulières, on les aide à trouver des solutions qu'ils veulent. Mais c'est ça. Donc, par contre, les influenceurs disent non, 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 la Tunisie, les Tunisiens, etc. Bon. Donc, la question des influenceurs, Franck, ne s'adresse pas uniquement aux gens ruraux, aux gens qui n'ont pas été éduqués, elle s'adresse aussi même à l'intelligentsia, parce que ceux qui sont en train de répéter ces allégations, c'est des gens malheureusement qui ont été à l'école. Il y a un autre point important concernant ce que Kossi appelle le stockage, l'hébergement. L'hébergement, bon, le rapport dit qu'on peut avoir la souveraineté numérique sans fermer les frontières des données, en faisant circuler les données au sein de l'Afrique, mais il faudrait qu'il y ait des accords ou une confiance mutuelle, si vous voulez. C'est ça le problème. Le problème, c'est la confiance mutuelle. Si Malabo n'est pas appliqué, si on n'a rien fait en Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas une confiance mutuelle. Donc, il faudrait qu'on contribue à construire cette confiance parmi les pays africains, de manière à ce qu'il y ait cette confiance, de manière à ce qu'il y ait cette protection mutuelle. Chaque pays protège les données, ses données et les données des Africains qui sont stockés chez lui, et tout le monde sera protégé. C'est ça le grand problème. Le grand problème aujourd'hui, c'est le problème de la protection des données. C'est un problème mondial. Vous voyez l'Europe, ce qu'avait fait l'Europe. Ils ont fait le règlement général de protection des données, qui est une loi européenne qui s'applique à tous les pays européens et qui est transfrontalière en quelque sorte, puisque même les gens qui ne résident pas en Europe pourraient être sanctionnés s'ils ne respectent pas le GDPR. C'est quelque chose qu'il faudrait que les Africains imitent un petit peu. Ils essaient au moins, bon, je suis sûr qu'ils ne vont pas pouvoir faire un règlement général qui sera appliqué à tous les pays africains, mais au moins essayer de coordonner les efforts, essayer d'avoir des lois qui se ressemblent, qui ne sont pas contradictoires. Il faudrait qu'il y ait une conscience générale en Afrique concernant les données.
Et malheureusement, cette conscience n'existe pas. Merci. Merci beaucoup, Tidjani. J'espère que ça a répondu aux préoccupations de M. Franck. Et je pense que ça répond également à la question de M. Avis du Cameroun dans le chat. Et je crois, j'avais vu Dr. Kossi lever la main. Oui, oui. Comme c'est toi qui as abordé plus cette partie-là, donc je te laisse la parole pour qu'on puisse finir avec les questions-réponses. Merci bien, merci bien. Merci à Franck pour cette belle intervention. C'est un paradigme de recherche qui m'intéresse bien, peut-être en off. On verra dans quelle mesure on pourrait l'aborder au mieux. C'est important qu'on puisse garder à l'esprit la notion de la vie en ligne et la vie hors ligne. Tout ce qui se passe, quand je prends le paradigme des influenceurs, c'est exactement comme ça que notre société africaine avait longtemps fonctionné hors ligne. Quand vous prenez un griot pour qu'il passe un message au nom de votre famille, il est plus efficace que toute votre famille réunie. C'est comme ça, c'est ça le travail que l'influenceur fait aujourd'hui. L'influenceur prend une information, l'habille et passe l'information selon le degré de compréhension qu'il a de sa société. Il estime que passant l'information de telle façon, ce serait plus accessible. Vous, quand vous êtes dans une situation de colère ou de message à passer, vous ne pensez pas à l'interlocuteur. Mais l'influenceur a pour métier de penser à l'interlocuteur et à l'accessibilité de l'information. C'est un métier. Donc, c'est pour cela que leur impact est plus important et grand. Malheureusement, nous sommes obligés d'enseigner à nos étudiants ce métier-là aussi parce que c'est une façon de se faire aussi de l'argent aujourd'hui. En revenant sur le paradigme de la complémentarité qu'il faut pouvoir mettre en place entre nos États dans le cadre de la mise en place des lois. Je suis convaincu d'une chose, nos États individuellement pris ont envie de protéger leur juridiction, leurs citoyens. Mais la question, c'est l'internationalisation du périmètre Internet. L'Internet n'a pas de frontières, donc la juridiction en soi étatique n'est pas aussi valide que ça. Quand un juge béninois prend un acte pour condamner un fait qui est posé par un citoyen d'un autre pays du monde, juridiquement, il est recevable. Mais dans les faits, il est affaibli parce que son statut de juge béninois n'a pas autant de valeur que le statut d'un juge américain ou le statut d'un juge français, ainsi de suite. En fait, c'est là le sujet. Pour qu'on puisse sortir de ce carcan et avoir un juge fort, si on a une juridiction africaine avec des juges africains, le regard sera différent. Les gens auront une autre lecture de nos décisions qui sont prises par nos juridictions supranationales. Et c'est un peu ça, c'est un peu sur cet aspect-là que je voudrais que nous puissions travailler. Et c'est la sensibilisation qui peut nous conduire à cela. Le travail que Internet Juridiction fait aujourd'hui, c'est bien. D'autres organisations de la communauté, comme les IGF, font également des travaux de sensibilisation des écoles de formation de la gouvernance de l'Internet. Tout ça, c'est très bien. De plus en plus, nous devions aller vers les gens qui ne connaissent pas Internet. C'est peut-être ce paradigme-là qu'on n'a pas encore suffisamment pris en charge. Des gens qui ne connaissent pas Internet, qui sont les oubliés, soi-disant, de notre société 3.0, mais qui sont les plus impactés parce que le journaliste au niveau rural, quand il transmet l'information en langue locale, il transmet l'information qu'il a reçue de ceux qui sont les influenceurs au niveau global qui utilisent Internet. Or, ces influenceurs ont déjà manipulé l'information. On a plusieurs niveaux de manipulation de l'information avant que la dernière personne du village ne soit ciblée. Comment est-ce qu'on fait pour que toute la chaîne soit éduquée à l'analyse informationnelle et à la conscience de la retenue face à une information? C'est un peu ça aussi les enjeux sur lesquels on doit continuer à travailler. Et j'encourage Tracy et toute son équipe à continuer à accompagner les différentes organisations qui ont des événements et au cours de ces événements, à continuer à parler de sensibilisation, aussi bien en langue locale que dans les langues officielles du travail, en partant du principe que c'est ensemble
qu'on peut faire changer les choses. Seul, cela ne sera jamais possible. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kossi. Merci à tout le monde. Je passe quelques petites informations rapidement avant de laisser la parole à Tracy pour finir. Vous pouvez joindre Tracy par mail pour d'autres informations ou d'autres questions complémentaires. Je le dis parce que c'est elle-même qui m'a dit de dire. Donc, vous pouvez la joindre, il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit dans le chat, il y a plusieurs liens. Il y a même des recommandations qui nous ont été partagées pour avoir plus d'informations sur les données, l'utilisation des données, la simplification, j'ai même vu, par rapport aux conditions d'utilisation d'Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous balader dans le chat avant de partir. Il y a des informations très pertinentes qui ont été partagées. Donc, Tracy, je te laisse la parole pour finir. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de modérer. Wow, merci beaucoup Muriel pour avoir modéré cette session. Merci aussi aux panélistes et j'aimerais maintenant finir ma conclusion qui sera quelques minutes. Et merci de m'avoir accordé 3 minutes de plus pour faire cela. Donc, je ne vais pas utiliser des slides, je ne vais pas utiliser ça, mais conclusion, juste pour revenir à ça, la prochaine phase de l'Internet and Jurisdiction sur le projet, et c'est les développements des modules d'apprentissage basés sur le contenu. Oh, voilà les slides. Et vous êtes cordialement invités à assister à le lancement du rapport qui sera le 19 avril. Et avant cela, pour exprimer votre intérêt pour tester la plateforme qui hébergera ces modules. Et pour répondre à la question des langues, les modules d'apprentissage seront disponibles en français quand ils ont l'accès en anglais. Donc, quelques semaines plus tard, ils vont être disponibles en français. Et avec des partenariats qu'on fait, on peut les mettre dans des autres langues avec ces partenariats. Donc, pour nos participants, les liens, comme Muriel a dit, pour tous les rapports en anglais et en français sont accessibles dans le chat. Et finalement, une fois encore, je remercie tous nos partenaires et intervenants aujourd'hui, donc Tijani, Kouzefi, Muriel, Bachar, Aïcha, Kossi, l'équipe de INJPN qui était derrière les scènes, mais qui ont fait que cette réunion était fluide, et nos sponsors et aussi vous. Mais avant de partir, je voulais aussi dire qu'il y a quelqu'un dans cet espace virtuel qui est parmi nous, et je vais appeler son prénom. C'est Maria Batista. Je voulais dire, oui, elle me regarde, je voulais vous remercier aussi pour cette traduction en français. C'est grâce à Maria qu'on a fait ça. Donc, merci encore beaucoup et merci à tout le monde. Je vous souhaite un très, très bon après-midi et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Okay. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.